Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Au programme aujourd'hui, les CRM libres ou comment gérer les relations avec la clientèle avec du logiciel libre. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission la chronique de G sur le rebranding. En fin d'émission, la chronique de Julie Chaumard sur le thème Nextcloud, créer son espace cloud libre pour stocker et partager les fichiers. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 20 mai 2025, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune. Vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur la web radio Radio Cigaloun et la radio FM Radio Libre en Périgord. À la réalisation de l'émission, mon collègue Étienne Goyu. Salut Étienne. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique Les humeurs de G. G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème du jour, c'est le rebranding. Salut G. Salut Fred et salut à toi public de Libre à vous. Alors je sais, sur cette radio, on essaie d'éviter ou en tout cas d'expliquer les termes anglais pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Et si je te parle de rebranding, c'est parce que c'est typiquement un mot très utilisé dans le monde des grandes entreprises et qui signifie en gros refaire sa marque ou plutôt refaire son image de marque. Ça peut passer par un changement de logo ou de slogan, mais souvent ça passe par un changement de nom. Et quand on change de nom, il faut bien réfléchir, sinon ça peut donner lieu à des rétropédalages assez rigolos. Exemple, la plateforme de VOD HBO Max est devenue Max tout court en 2023 et vient de redevenir HBO Max en 2025. 2 ans, ça fait léger pour rentabiliser les énormes dépenses que doivent impliquer un changement de nom et de charte graphique. Je pense qu'il y a 1 ou 2 communicants qui ont dû se faire virer entre les 2 événements. Après, c'est bien de reconnaître ses erreurs. Par exemple, la chaîne de radio Chéri FM avait été renommée Chéri tout court en 2017. Sans doute parce que FM, ça fait has-been quand pas mal de gens écoutent la radio sur Internet et non sur la bande FM. Mais le changement était pas terrible. Moi, je me souviens avoir entendu le jingle, ça faisait Chéri. Il manque un truc là. Moi, j'avais envie de chanter FM. Je devais pas être le seul parce que la radio est redevenue Chéri FM en 2019. Pareil, juste 2 ans plus tard. Mais côté radio, on a aussi connu un rétropédalage vachement plus long avec Europe 2 qui est devenu Virgin Radio en 2005, avant de redevenir Europe 2, mais seulement en 2023. Et côté télé, on n'est pas sur du rétropédalage, mais sur du changement tous azimuts. Europe 2 TV devient Virgin 17 en 2008, puis Direct Star en 2010, puis D17 en 2012 et enfin C-Star en 2016. Bon, histoire que les gens ne soient pas trop dépaysés, c'est resté constamment de la grosse daube, malgré les changements de nom, comme ça, on s'y retrouve. Bon, mais alors tu te demandes sans doute pourquoi je cause de tout ça dans une émission qui parle de numérique et de logiciels libres. Eh bien évidemment parce que le rebranding, le changement de nom, ça arrive aussi très souvent dans le numérique. Alors pas toujours pour les mêmes raisons. Des fois on prend juste acte d'un usage. Par exemple moi quand j'étais gamin, les ordinateurs d'Apple on appelait ça des Macintosh. Mais pour aller plus vite on disait Mac. Et puis Apple a fini par sortir l'iMac et aujourd'hui plus personne ne parle de Macintosh. Parfois on change de nom parce que le nom original finit par désigner quelque chose de plus grand. Chez les GAFAM, la maison mère de Google a fini par s'appeler Alphabet et celle de Facebook Meta. Mais dans le libre c'est aussi le cas de Mozilla. Oui, Mozilla, au départ, c'était un gros logiciel qui comprenait un navigateur, un client mail, un agenda, etc. Et puis petit à petit, des logiciels plus spécialisés sont sortis. Mozilla Firefox pour le navigateur, Mozilla Thunderbird pour les mails. Et Mozilla est devenu d'abord Mozilla Application Suite, puis Mozilla Suite, et enfin SeaMonkey, oui ça n'a rien à voir, pour que Mozilla reste uniquement le nom de la fondation qui encadre le développement de ces logiciels. Comme ça, c'est un peu plus clair. Même genre de principe à Framasoft, une asso dont je suis membre. À la base, Framasoft était un annuaire de logiciels libres, sauf qu'au fil du temps, Framasoft, c'est devenu beaucoup plus que ça, c'est devenu une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique, avec une foultitude de sites au-delà de l'annuaire. Et donc on a fini par renommer l'annuaire Frama Libre, histoire de bien distinguer l'annuaire de l'asso.
Alors dans le libre, on a aussi des changements de nom qui ne sont pas à proprement parler du rebranding, mais plutôt des forks, des logiciels dérivés d'autres logiciels. Mais parfois, le fork devient tellement dominant par rapport au logiciel de départ qu'on se comporte comme si ça avait juste changé de nom. Par exemple, LibreOffice est devenu la référence après le rachat de OpenOffice par Oracle, et tout le monde parle quasi exclusivement de LibreOffice. Mais OpenOffice existe toujours, c'est devenu Apache OpenOffice, développé comme son nom l'indique par la fondation Apache. Même chose pour OwnCloud, le logiciel libre de cloud personnel que la plupart des gens ont remplacé par Nextcloud, mais qui en fait existe toujours aussi. Bon, enfin en gros, changer de nom quand on fork, c'est comme les scissions dans les partis révolutionnaires, on sait faire. Oui, je pense à toi, la Ligue communiste devenue FCR, puis LCR, puis NPA, puis finalement scindée en NPA l'anticapitaliste et NPA révolutionnaire. Dans l'autre sens, au lieu des scissions et des forks, on peut occasionnellement avoir du rebranding à l'occasion d'une fusion, oui. Dans le milieu des GAFAM, on avait le culte MSN Messenger qui, après avoir été rebrandé Windows Live Messenger, a fini par être remplacé par Skype, racheté par Microsoft, les gens qui utilisaient le service étant automatiquement transférés. Et dans le milieu du libre, on avait un chouette client mail sur Android qui s'appelait K9 Mail, ou K9 Mail si vous préférez, et qui a fusionné avec le projet de Mozilla pour devenir Thunderbird version Android. Ça va, vous suivez ? Une autre raison évidente pour laquelle on peut vouloir changer de nom, c'est pour des raisons légales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le yaourt Activia de Danone s'appelait à la base Bio de Danone. Mais ils ont été obligés de changer à cause d'une directive européenne parce qu'ils n'étaient pas bio du tout, les yaourts appelés bio, donc oui, forcément. Dans le livre, la distribution GNU Linux Mandrake est devenue Mandriva suite à un conflit judiciaire avec une autre société sur la marque Mandrake. On avait aussi un clone libre du jeu vidéo Worms qui s'appelait Wormux et qui a ensuite été renommé en Warmux pour éviter les embrouilles avec les éditeurs de Worms. Et récemment, dans le milieu du jeu libre, on a eu Minetest, un jeu similaire à Minecraft, sans être un clone, qui s'est renommé Luanti pour se différencier. On a d'ailleurs eu une émission sur le sujet il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, il y avait même un mode de jeu de Minetest qui, pour le coup, essayait de reproduire Minecraft et qui s'appelait Mineclone, et qui a aussi changé de nom pour devenir Vox Libre, contraction de voxel, l'équivalent d'un pixel en 3D, et de libre. Oui, c'est un peu compliqué. Même chose, l'équipe voulait se différencier et faire un jeu qui prendrait son propre chemin en arrêtant de vouloir copier Minecraft qui avait pris une direction pas forcément terrible depuis son rachat, encore une fois, par Microsoft. Bon, des fois, il y a aussi des rebrandings qui n'ont aucun sens et qui sont juste là à cause d'une lubie d'un taré avec beaucoup de pognon, mais on n'est pas là pour parler d'Elon Musk. À Twitter vers X, le rebranding le plus débile et le plus foiré de l'histoire. Pour finir, évidemment, la raison la plus courante du rebranding, c'est de se refaire une beauté, tourner la page d'une histoire un peu trouble, changer la couche du gamin quand elle est pleine, quoi. Oui, je pense à toi, l'UDR devenu RPR, puis UMP, Union pour une majorité présidentielle, puis encore UMP, Union pour un mouvement populaire, puis enfin les Républicains. Ah, ça c'est un peu comme Europe de TV et ses stars tout à l'heure, le nom change, mais ça reste bien pourri à l'intérieur. Ou comme Total qui devient Total Énergie avec un S à énergie, parce que non, vous pensez bien, on ne fait pas que du pétrole. Oh. Mais heureusement, j'ai l'impression que pour l'instant, on est assez épargné par ce côté-là du rebranding dans le milieu du libre. Sans doute parce que quand un logiciel libre devient pourri, il n'a pas besoin de se renommer. En général, on le fork avant. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne émission qui s'appelle a priori toujours Libre à vous. Et je vous dis au mois prochain. Bah écoute, merci G. Oui, ça s'appelle toujours Libre à vous. Peut-être une petite remarque sur le rebranding d'OpenOffice. LibreOffice et OpenOffice. En fait, dans pas mal de gens du grand public et notamment des profs, le terme OpenOffice est encore resté dans les têtes, même si souvent c'est LibreOffice qui est installé, quoi. Donc c'est assez marrant, quoi. Bah écoute, merci G. Je rappelle donc que G est auteur et que vous pouvez le soutenir sur son site grisebouille.net. Nous allons faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous parlerons de logiciels libres de gestion de la relation clientèle. Nous allons écouter en attendant Un fantôme dans la maison par Odysseus. On se retrouve dans 1 minute 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles. Un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Y a un zombie qui mange mes biscuits. Y a une sorcière qui tricote derrière. Y a un squelette qui met mes baskets. Y a un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Une araignée qui lit mes BD. Y a un gros rat qui rigole de moi. Un loup-garou qui veut des bisous. Y a un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Une chauve-souris cuit des spaghettis. Y a un serpent qui se brosse les dents. Et un chat noir avec une guitare. Y a un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Y a un zombie qui mange mes biscuits. Y a une sorcière qui tricote
squelette qui met des baskets. Y a un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Y a un zombie qui mange mes biscuits. Y a une sorcière qui tricote derrière. Y a un squelette qui... Nous venons d'écouter Un fantôme de la maison par Odysseus, disponible sous licence Art Libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. On va passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les CRM, les logiciels de gestion de relations avec la clientèle, avec Jean-Michel Armand et Laurent Détailleur qui sont avec nous en studio. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission du jour sur libreavou.org/248, car c'est la 248e émission. Bonjour, on va tester les micros. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, avant de définir ce qu'est un CRM et d'en parler un peu plus en détail, notamment les CRM libres, une petite question d'introduction, présentation personnelle rapide. On va commencer par Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel. Présentation personnelle rapide. Libriste, Djangonaut, marseillais et cofondateur d'iBird depuis 20 ans en novembre maintenant. Alors, c'est quoi un Djangonaut ? Oui. Djangonaut, c'est un dev Django. Voilà, Donc, Django, c'est un cadre de développement. Voilà, c'est un framework web en Python. D'accord, ok. Laurent, Détailleur. Eh bien, bonjour. Donc, effectivement, Laurent Détailleur. Là, on me connaît aussi sous le surnom de LD. Donc, moi, je suis développeur de différents logiciels libres, dont 3 qui sont un peu plus populaires que les autres, qui sont AW Stat, Log Analyzer. Salursa, c'est une solution pour permettre à une entreprise de vendre des logiciels en ligne. Et puis Dolibar, dont on va parler aujourd'hui, qui est donc le logiciel de gestion d'entreprise. Et puis enfin, je suis fondateur de DoliCloud, une société qui propose le logiciel de gestion Dolibar clé en main, ainsi que DoliAsso, qui propose également le même logiciel pour les assos, clé en main en ligne. D'accord. Alors, le sujet du jour, c'est le CRM, donc en anglais Customer Relationship Management. Alors, tout à l'heure, je reviendrai aussi sur ce terme anglais, parce qu'il y a une autre version de la version de ce terme anglais. Donc, en français, gestion de la relation avec la clientèle. Donc, première question, on va essayer d'aborder dans une première thématique. C'est quoi un CRM ? Quelles sont les fonctionnalités ? Pour quel type de public ? On va peut-être commencer par les fonctionnalités. Donc, je vais vous laisser intervenir comme vous le souhaitez. Qui veut commencer ? Jean-Michel Armand, visiblement. Allez, je veux bien. Et Jean-Michel. Alors, déjà, le premier point, c'est de dire que le nom en lui-même est presque un faux ami. Parce qu'on dit gestion de la relation client ou gestion de la relation de la clientèle. Alors qu'en vrai, on va dire, ça commence avant. Le principe d'un CRM, ça va être de gérer tout ce qui va être le processus commercial complet, et donc avant d'être un client. Et ça va être une différence, par exemple, avec un logiciel plus ERP et autres, qui lui va commencer au moment où le tiers qu'on veut gérer devient un client. Sur un CRM, on démarre avant. Donc on démarre avec la gestion dès la phase de prospection. Et voilà, donc on va dire que le point de base, c'est de dire que le mot n'aide pas à comprendre ce que c'est, parce que c'est un petit peu un faux ami. Mais voilà, ça va être géré. Vous travaillez dans une entreprise. Cette entreprise va avoir des relations avec les autres entités. Une entreprise ou une asso, on verra, on aura peut-être le temps de voir plus loin, plus tard, que c'est pas que pour les entreprises, mais voilà. Donc vous êtes bossé dans une entité, cette entité a des relations avec d'autres entités, des relations qui vont pour but d'amener à une contractualisation. Je choisis bien mes termes exprès. Je dis pas pour but de envoyer une facture, je parle de contractualisation parce on pourra peut-être avoir le temps de voir que c'est vraiment, voilà, c'est pas forcément un but pécuniaire à la fin, ça peut être un but de relation, de partenariat, de autre, mais voilà, ça va être de contractualiser quelque chose. Et on va modéliser toutes les étapes qui vont permettre d'aboutir à ce final heureux et joyeux. D'accord. Heureux et joyeux s'il y a contractualisation. Oui. Ouais. Moi, j'élargirais un peu la définition. Parce que là, donc Jean-Michel a évoqué l'aspect, finalement, ce que je simplifierais en disant l'avant-vente, entre guillemets, avec toujours les guillemets sur le mot vente. Mais il y a aussi après l'aspect après-vente, c'est-à-dire par exemple la gestion du support,
de l'assistance technique. Une fois on imagine une société a vendu un produit, elle doit également avoir cet aspect de gestion des incidents, gestion des demandes, de support. Donc ça aussi, ça fait souvent partie du périmètre du logiciel que l'on appelle CRM. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas donné les définitions. On a parlé de gestion de relations clients, donc GRC, mais c'est vrai qu'on emploie aussi souvent le terme dans le monde des affaires où on aime bien les anglicismes, qui est CRM, Customer Relationship Management, qui est donc juste une traduction littérale de GRC en fait. Voilà, donc il y a cet aspect aussi après-vente. Et puis dans ces logiciels-là, on va retrouver aussi après toutes les fonctions en rapport avec ces aspects d'avant-vente et d'après-vente, les automatisations, les relances, les rappels d'actions à faire, le suivi de l'historique de tout ce qui se passe pour que l'on puisse avoir une vue 360 dès qu'on a un client au bout du fil, savoir tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, du reporting, voilà, en gros, tout ce qui qualifie les fonctionnalités d'un CRM aujourd'hui. D'accord, donc si je comprends bien, ça va de la phase, ce que vous appelez la phase d'avant-vente ou de prospection d'une structure cliente pour une entreprise. Ensuite, la partie, on va voir les relations avec cette structure, donc que ce soit la facturation, les contacts, les personnes identifiées. La facturation, on va dire qu'on a la limite du CRM. On commence à sortir du CRM pour entrer dans le domaine d'une autre famille de logiciels qui est l'ERP. D'accord, ça on en parlera dont on après. en parlera peut-être. Et après, gestion des tickets, etc. Gestion des tickets. En fait, en gros, il faut bien se dire qu'il y a l'aspect client. Donc il doit y avoir une relation avec le client. C'est pour ça que la facturation, c'est un peu à la frontière, parce que c'est toujours un client, ça concerne le client. Mais je dirais, dès lors qu'il y a une relation, un contact, de la communication, pareil, l'envoi d'emailing de masse, ça peut également être dans le périmètre du CRM. D'accord. Alors là, même si on va se concentrer sur la partie, on va dire, relation avec les entreprises, est-ce qu'un CRM, c'est uniquement utile pour des entreprises qui cherchent des structures clientes, ou est-ce que par exemple ça peut être utilisé dans le cadre de collectivités qui ont aussi des échanges, dans le cadre d'ONG ou de structures associatives? Jean-Michel? Alors, déjà, oui, la réponse courte est oui, la réponse longue arrive. Alors déjà, on va avoir, pour prendre le cas des assos par exemple, les associations vont souvent avoir des démarches commerciales, tout simplement pour gérer par exemple des dons ou des adhésions. Donc il va falloir être capable de trouver des nouveaux adhérents, de trouver des nouveaux donateurs. Nous, on a chez iBird, on a des ONG qui utilisent CRM et qui vont l'utiliser justement dans cette démarche de trouver des nouveaux adhérents, trouver de nouvelles associations. On peut pouvoir avoir des grandes écoles, donc on va dire des écoles du public, qui vont l'utiliser pour leur campagne de taxe d'apprentissage. Donc on va avoir différents cadres qui vont pouvoir mettre en place un CRM, bien que c'est pas stricto sensus un échange juste facture, etc. Ensuite, faut voir que on va pouvoir aussi prendre cette notion de CRM et les collectivités pourraient l'utiliser pour la gestion d'usagers ou de la gestion de partenaires. Où on va pouvoir avoir ou de la gestion d'agents en interne. On peut avoir des grosses collectivités, ça pourrait être des centres de gestion qui vont avoir besoin de gérer dans ce cas-là un annuaire des agents, tout ce qui va être les rendez-vous récurrents de la vie d'un contrat de travail, on va dire. Donc tous les ans il faut avoir son point annuel, etc. Ça peut être des choses qui peuvent rentrer dans le cadre d'un CRM qui serait effectivement potentiellement un peu détourné, entre guillemets, mais qui va gérer cette relation entre des personnes et la structure qui va l'utiliser. Donc, il y a souvent cette notion au final, les fondamentaux, gestion de la relation entre une structure et d'autres structures, ou une structure et des personnes, elle existe et il suffit de changer, on va dire, les étiquettes et on peut l'utiliser. D'accord. Laurent? Moi, je simplifierais simplement en disant que le mot c'est le client dans CRM, il faut plus le voir comme partenaire. Et dès lors qu'on a besoin d'une relation d'échange, de communication vis-à-vis de partenaires, quelle que soit sa nature, un CRM a sa place. D'accord. Et par rapport à cette notion d'étiquette, est-ce que c'est pas gênant d'avoir entre guillemets des étiquettes, c'est-à-dire de voir les parties prenantes comme quelque part des clientes quand on est une ONG? Alors que quand c'est une ONG, c'est pas des clientes, ça peut être des donatories, ça peut être des membres. Est-ce que c'est pas un peu gênant? Les logiciels justement ont un niveau de personnalisation qui vont permettre de changer les labellisations. D'accord. Parce qu'en fait, on va retrouver les mêmes fonctionnalités, mais avec des terminologies qui vont être différentes. Et on va pouvoir simplement, en changeant les terminologies selon les logiciels, finalement, je prends un autre exemple, gestion de sa patientèle pour un médecin, par exemple. D'accord. Voilà, clairement, ça va être l'un des intérêts, c'est d'avoir, on va dire, des outils qui
qui sont suffisamment Lego boîte à outils pour pouvoir être un peu déconstruits, voire beaucoup, puis reconstruits. Et oui, les termes vont être l'une des premières choses qui vont être mis dans, on va dire, la terminologie que la structure qui va utiliser va avoir l'habitude. Et effectivement, pour bosser avec des ONG ou du public, il n'y a jamais le mot client, parce que du coup c'est un repoussoir absolu. Ouais. À raison, hein, parce que du coup c'est pas le bon terme. Et donc oui, le premier point quand on va discuter de la mise en place d'une gestion de la relation, du coup même on va aller même jusqu'à juste dire gestion de la relation, ça va être de dire ok, les mots clients, les mots prospects, on les enlève, on les remplace par les bons mots. D'accord, je posais cette question parce qu'il y a quelques années, j'avais regardé un petit peu les CRM, donc je constate que ça a bien évolué parce que j'en étais resté justement sur cette limitation entre guillemets en me disant, c'est vrai que dans le cas de l'utiliser dans une association, parler de prospect ou de... Alors, vas-y Laurent. On est dans le monde du libre, il faut voir Ouais. qu'effectivement le monde du libre est un monde qui est beaucoup plus évolutif. Donc on va trouver, dans le cadre des CRM libres, on va trouver quasiment presque toujours cette personnalisation. Par contre, c'est vrai que si on est sur un logiciel propriétaire, on ne l'aura pas forcément parce que son business il est orienté sur tel type d'entreprise et il se moque de ce qui se passe autour et il va pas forcément évoluer. D'accord. D'ailleurs, peut-être que les personnes qui nous écoutent connaissent peut-être des logiciels CRM privateurs. Est-ce que vous pourriez en citer un ou deux ? Alors, ça va être super facile parce que le monde du CRM est quelque chose de vraiment ultra super concurrentiel. Donc clairement, le plus connu va être Salesforce. D'accord, Parce que ok. il fait de la pub à la télé. Donc Ah oui, carrément. oui, numéro 1 mondial, il y a de la pub un peu partout et tout. Donc voilà, donc c'est l'énorme machine américaine avec beaucoup de sous. Mais après, il va y avoir HubSpot, qui est aussi quelque chose d'américain, qui va être très connu. On va avoir celle-ci qui va être quelque chose de français ou Microsoft Dynamics qui que je vois beaucoup moins sur des dossiers concurrents mais qui est là. Donc oui, il y a plein de, mais là on a quasiment, je pense qu'on a les quatre principaux. D'accord. Alors Salesforce, on en parlera tout à l'heure quand on parlera un petit peu de la partie Pour le monde des business. propriétaires, Oui, pour le monde des propriétaires. Voilà. Après, ok, sur la partie libre, on en parlera tout à l'heure. Mais Salesforce, on y reviendra tout à l'heure parce que je pose aussi la question, c'est parce que dans le secteur public, on m'a dit des choses sur l'implantation de Salesforce, donc je voudrais vous permettre de réagir tout à l'heure. Donc là, on comprend à peu près ce qu'est un CRM, et en préparant l'émission, et tout à l'heure, vous avez employé un deuxième terme qui est ERP. Alors, j'ai envie de vous demander, c'est quoi un ERP et quelle est la relation entre un CRM et un ERP dans une entreprise ? On va commencer par Laurent. Alors, l'ERP, c'est l'acronyme de Enterprise Resource Planning. Faut pas essayer de voir littéralement la traduction parce que ça veut rien dire. Voilà, c'est pas du tout représentatif, beaucoup moins en tout cas que l'aspect CRM. Donc l'ERP, on va mettre dans cette famille de logiciels, les logiciels qui, on va dire, interviennent en dehors de la relation client, donc on est plus dans ce qu'on appelle le back-office, la partie cachée dans l'entreprise. Donc ça va être par exemple la gestion des stocks, la gestion des ressources humaines qui est de plus en plus intégrée dans l'ERP, même si souvent on les met dans une famille ressources humaines à part. Mais on va aussi trouver de la comptabilité, on va trouver la notion de facturation. C'est là que je disais tout à l'heure qu'on est à la frontière, parce que dans la facturation, il n'y a pas que les clients, il y a aussi les fournisseurs. Et clairement, la facturation fournisseur, elle n'a rien à faire dans le CRM, donc on va la retrouver dans l'ERP. Donc c'est tout un ensemble de fonctionnalités qui couvrent les besoins d'une entreprise ou d'une institution, quelle qu'elle soit, mais qui ne sont pas finalement dans la famille du CRM. D'accord. Pour faire très rapide. Hein. Ouais. Oui, effectivement, Laurent a donné la définition exacte de ce que. Donc il y a rien à rajouter. C'est effectivement tout ce qui va être, on va dire, derrière. C'est dans les coulisses. Et c'est là où on voit que. Et c'est justement l'intérêt d'avoir quelque chose qui pourrait, parce qu'on pourrait se dire, tiens, mais en fait, ça se ressemble beaucoup. Effectivement, ça se ressemble beaucoup, mais c'est vraiment des endroits qui sont bien différent. C'est utilisé souvent par des populations d'utilisateurs et d'utilisatrices qui vont être différents, et c'est tout l'intérêt d'avoir, à mon sens, deux systèmes qui font chacun une chose et qui le font bien, pour reprendre une maxime que j'aime bien et que dans le livre on aime, et qui peuvent communiquer. Donc on peut avoir, et on va souvent avoir, un CRM qui va pouvoir communiquer avec un ERP. Et c'est là où ça va être intéressant, par exemple, d'avoir un petit bout de facturation dans le CRM, parce que effectivement, on se dirait en y réfléchissant, oui, la facturation, il y a de la compta, il va falloir faire de la TVA et tout, c'est compliqué et tout ça. Donc c'est dans le ERP, mais par contre, ça peut être pas mal de l'avoir aussi dans le CRM, parce que la relance client,
Donc quand vos clients ils mettent un peu trop longtemps à payer, par exemple, ça sera souvent fait par les commerciaux. Et par contre, les commerciaux, leur outil de travail quotidien, c'est le CRM. Et aller dans un outil qu'ils maîtrisent pas bien parce qu'ils y vont jamais, et le RP, et qui peut faire un peu plus peur parce que c'est quand même plus c'est quand même plus logiciel de gestion, on va dire, que le CRM c'est un peu plus gamifié souvent. Ça peut un peu, ils peuvent y aller à reculons. Alors qu'en ayant une communication entre les deux outils, on va dire hop, les factures vont remonter dans le CRM, les commerciaux qui sont au contact du client tous les jours, ils vont voir si le client il est à jour ou s'il a 6 mois de retard, et ça va changer son discours commercial. Donc il y a un vrai, c'est des outils qui sont pour moi proches, vraiment très proches, voire collés, tellement qu'il y a des fois une tentation du côté ERP de rajouter des petits modules de CRM à l'intérieur d'eux-mêmes pour dire regardez, je suis aussi un CRM, donc je peux aussi faire ça. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment deux outils qui ont chacun leur mission et qui travaillent mieux quand ils sont ensemble et qui communiquent ensemble. D'accord. Avant de te laisser parler, Laurent, quand on va parler un peu de vos solutions libres, si j'ai bien compris, mais on y reviendra plus en détail tout à l'heure, Crème CRM, c'est vraiment un CRM qui communique donc avec des ERP, et Dolibar, à ma connaissance, fait un peu les deux, c'est ça ? Tout à fait. Justement, par rapport à ce besoin de communication, voilà. Le besoin et l'intérêt est tellement fort que sur Dolibar, on a fait le choix finalement de fournir les deux. D'accord. Et pas plus tôt l'un que l'autre. C'est un choix stratégique qui a ses avantages et ses inconvénients. Alors on va en reparler juste après. En ERP libre, vous citeriez, il y a Dolibar dont on va parler, mais est-ce que vous avez un ou deux noms à citer ? Même si ça va pas être le sujet de l'échange. Mais... Alors en CRM, en ERP. En ERP, parce qu'on n'a pas parlé non plus de CRM libre. Ah oui, oui, effectivement, en CRM libre aussi, ouais. Oui, alors bon, on va dire, en CRM libre, on a évoqué Crème CRM, ici présent, en face de moi. On a également Docos, Triton, on a les anciens qui étaient avant des logiciels de CRM libres, mais qui n'en sont passés propriétaires, sont Sugar CRM, Vitager CRM, mais qui ont encore une grosse popularité. Et puis en ERP, on va avoir en libre, on va avoir ERP Next, Odoo, la version communautaire. Attention, c'est pas du tout la même que la version propriétaire qui n'est pas libre. On va avoir également Concerto, pour citer ceux qu'on voit le plus souvent côté ERP. Ouais. On a plus de choix, je pense, côté CRM que côté ERP. D'accord. Jean-Michel ? Oui, on a aussi Axolot, je crois, qui fait ERP et CRM, d'ailleurs, pour le coup. C'est vrai. D'accord. Alors là, on va parler un peu plus en détail donc de Crème CRM et Dolibar. Tout à l'heure, tu parlais de Salesforce qui faisait de la pub à la télé. Ce qui est marrant, c'est qu'à Issy-Moulineaux, quand j'ai fait une course l'an dernier, une course à pied, et en fait, il y avait des groupes panneaux de pub pour Odoo. Oui, Odoo commence à avoir assez de budget pour eux aussi pouvoir faire de la pub 4x3, télé ou événements sportifs. Alors, je sais pas si les panneaux récents ou anciens, c'était non, ça fait quelques années qu'ils font de la pub de manière massive. Alors moi, j'ai été intégrateur Odoo pendant quelques années. D'accord. Donc ça fait un moment maintenant qu'ils investissent beaucoup sur l'aspect marketing. Faut juste faire attention, c'est que Odoo, il y a deux produits différents. Voilà, il y en a. Alors expliquez, c'est-à-dire qu'il y a une version libre. Il y a une version libre qui respecte les libertés, que l'on va plutôt appeler la version Odoo Community. Okay. Et oui, il y a la version Odoo qui n'est pas libre du tout, donc qui est plus basée sur de l'open core, donc avec une petite partie libre, le produit d'appel, mais les fonctions principales sont propriétaires et payantes. Voilà. Et donc cette version-là, on va l'appeler la Odoo Enterprise. Sauf que entre Odoo Community et Odoo Enterprise, on a un mot commun qui est Odoo, et ça crée pas mal de confusion dans l'esprit des utilisateurs. Alors que quand on regarde le niveau de fonctionnalité, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'un et pas dans l'autre, et donc faut faire très attention quand on entend parler d'Odoo, de savoir de quel des deux on parle. Ouais, c'est un peu comme historiquement faisait Sugar avant de complètement passer propriétaire, avec la Sugar Community et la Sugar Enterprise. C'est vraiment cette notion d'avoir deux niveaux et malheureusement deux niveaux de qualité entre la version communautaire et l'autre. Alors, tellement de différences de version, de qualité, c'est que ça pousse les gens à utiliser la version privatrice et pas la version communautaire. Oui, voilà, c'est ça. Et ce qui veut dire que, alors, j'espère que pour Odoo, ça sera pas le cas. Et puis là, ça fait quand même. Alors, on va toucher du bois parce que la table est en bois. J'espère que ça sera pas le cas. Mais c'est vrai que on le voit sur Sugar, on le voit sur Vetiger. On va dire que malheureusement, la suite logique, c'est on a une version. On commence que par une version communautaire. Puis on met en place les deux, puis on laisse petit à petit péricliter la communautaire pour pousser les gens à aller sur la privatrice,
puis on arrête la communautaire parce qu'il n'y a plus personne, et puis voilà. Donc, D'accord. Écoutez, on va parler de solutions qui sont libres, totalement. Les vôtres, Crème CRM et Dolibar, encore un peu de temps avant la pause musicale. Déjà, j'ai envie de vous demander, au-delà des fonctionnalités, comment ces projets ont démarré. On va commencer par Jean-Michel pour Crème CRM. Alors, nous c'est... Depuis déjà, combien de temps? Comment ça a démarré? Voilà, alors nous, moi j'ai cofondé avec des copains à iBird il y a 20 ans, et en fait on était en école d'ingé, on devait faire un stage de 3e année d'école d'ingé, comme tout élève et ingénieur, et on était développeurs, on était libristes, et on voulait écrire du code pour nous, et donc on a monté une boîte. Notre but était d'écrire du code libre, donc de devenir éditeur. Au début, on voulait faire du jeu vidéo libre, hein, donc en 2005. Donc autant dire qu'on s'est vite rendu compte qu'il fallait manger, et donc on a fait autre chose. Et donc on s'est mis à être intégrateur de CRM. Donc à l'époque, Vetiger, on a fait la traduction française, etc., dans l'objectif de devenir éditeur. Donc on a fait 3 ans d'intégration de Vetiger. Au bout de 3 ans, donc 2008, on s'est dit ok, maintenant on comprend un peu le marché du CRM, on a une vision de ce qu'on veut proposer comme logiciel différent de ce qui existe, et donc on est devenu éditeur. On a passé 2 ans à créer Crème, 2010 première version de Crème, et depuis 2010 on est éditeur intégrateur de Crème. Mais voilà, au départ c'est vraiment juste 5 étudiants qui se disent ok, on veut écrire de logiciels libres, on veut bosser pour nous, on monte une boîte et on fait du libre. Ok, on va en détail après sur le mode de fonctionnement. Juste une question avant de passer la parole à Laurent. Crème CRM, ça vient d'où, Crème? Alors, une historique alors oui, et en plus donc on a toujours été même si maintenant on est 11, on est une petite boîte, on se bat contre Salesforce et tout, et on s'est toujours dit on n'a pas beaucoup de moyens de com, on n'a pas beaucoup de moyens de faire parler de nous, il faut qu'on trouve quelque chose qui fasse que les gens vont se souvenir de nous. Et donc on a pris les lettres CRM et on a listé tous les jeux de mots possibles avec ces lettres CRM. On a trouvé Crème, d'où le fait que notre logo c'est un pot de crème, et voilà, pour ceux qui nous ont déjà croisés sur des salons, parce qu'on fait beaucoup de salons, on offre des crèmes glacées. Mais voilà, tout a été construit sur qu'est-ce qui va faire que les gens vont se rappeler de nous, leur donner à manger, de la glace, donc on appelle ça Crème. Je confirme. Je confirme aussi, on peut pas les oublier sur les stands. Pour être fan de salon, j'adore quand ils sont présents. Surtout à 4 heures. Alors, même question, Laurent, sur Dolibar, d'où la naissance du projet, comment toi tu t'y es mis, et puis après la pause musicale, on rentrera un peu plus dans les détails. Donc le projet a été créé initialement en 2002 par Rodolphe Quedeville, un développeur qui avait un besoin d'un logiciel de gestion d'entreprise pour gérer sa petite activité professionnelle. Et moi-même, quelques mois après, j'avais aussi un besoin pour gérer une petite activité professionnelle de vente de sites web que je faisais en dehors de mon activité salariée. J'avais besoin d'un logiciel et j'ai trouvé ce projet qui était déjà bien avancé avec une approche assez simpliste qui me plaisait beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à aider ce développeur à contribuer parce que c'est un projet libre, donc il n'y a pas eu de difficulté là-dessus. Et très vite, Rodolphe m'a ensuite laissé les rênes du projet pour qu'ensuite je le développe. Donc j'ai essayé de fédérer pour ramener d'autres développeurs dès 2003 et puis ensuite créer une association pour avoir un cadre légal un peu plus costaud qu'une simple équipe de personnes. Et puis voilà, on est passé de 2, de 3, 4, 5. Et aujourd'hui, il y a à peu près bientôt 1000 développeurs qui travaillent sur le projet. Avec une association française qui assure la promotion de ce projet, et puis des associations, et puis des groupes d'utilisateurs, de développeurs qui commencent à se créer un peu partout, y compris en dehors de la France. D'accord. On va revenir sur ces deux sujets après la pause musicale. On va écouter De vague en vague par Mescal. On se retrouve dans environ 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter De Vague en Vague par Mescal, disponible sous licence Art Libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors nous allons poursuivre notre discussion donc avec Jean-Michel Armand et Laurent Détailleur. On parle donc des CRM, gestion de la relation. Juste avant la pause musicale, on avait commencé un peu à parler de l'historique des deux projets dont on va parler, donc Dolibar et Crème CRM. On a compris d'où vient le nom de Crème CRM. Sachez que donc quand iBird est présent sur des salons, vous pouvez manger la crème glacée qui est gracieusement offerte. Et Laurent, le terme Dolibar, il a une signification quelconque? Oui. Alors ça reste, pour beaucoup, ça reste un mystère. Alors si je pose la question, c'est que j'aime beaucoup la réponse en fait. Le terme Dolibar vient donc d'une inspiration de Dolores Ibarruri, donc qui est une révolutionnaire espagnole basque, je devrais dire plutôt, côté espagnol. Et voilà, donc c'est la contraction de Dolores et de Ibarruri qui a donné ce nom, d'où les deux R. On demande pourquoi il y a deux R à la fin de Dolibar. Ben voilà. D'où l'explication. C'est dommage que J nous a quittés, il ne pourra pas briller en société en expliquant d'où vient le nom de Dolibar. Alors là, on va peut-être un petit peu, dans le temps qui nous reste, quand même parler un peu de l'aspect logiciel libre et puis aussi de comment vous fonctionnez. Donc, si j'ai bien compris, côté Crème CRM, c'est principalement développé par une entreprise donc que tu as co-créée qui s'appelle iBird. C'est ça, exactement. Est-ce que vous êtes les seuls à contribuer sur ce projet ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui contribuent ? Alors, il y a des petites contributions de manière régulière. Voilà, par exemple, cette année, on a eu une première contribution en janvier, je crois, pour intégrer... donc, on fait un peu de génération de factures, du coup, sur le petit bout facturation. Et j'ai un développeur allemand, je crois, qui a fait une contribution pour intégrer la partie sur la facturation électronique qu'il va falloir gérer en 2026 sur le back-end LaTeX, sur la génération de factures. Donc voilà, donc là, on a quelqu'un qui vient de nous faire une contribution, une PERC sur l'ajout d'un... Il y a le sirène, il y a le SIRET, mais il y en a d'autres. Et voilà, sur un autre numéro d'identification possible. Voilà, donc on peut avoir des contributions de temps en temps, ça, voilà, mais pas 3-4 par an. Globalement, c'est quand même très très majoritairement du code iBird, on va dire. D'accord. Alors pour bien comprendre, une personne qui veut utiliser cet outil-là, et je poserai la même question également sur Dolibar, elle n'est pas obligée de passer par iBird, elle peut installer à partir, parce que c'est un vrai logiciel libre complet. Oui, voilà, oui, c'est un vrai logiciel web, du coup, pour le coup, donc c'est du Django, donc elle récupère le source, il y a différents tutoriels pour déployer de une ou deux manières différentes et elle est totalement autonome, il y a aucun, voilà, c'est un vrai logiciel libre AGPL v3 sans aucun souci. Alors AGPL c'est la licence, hein. On va pas rentrer dans le détail des licences, mais c'est une licence libre. Et même chose pour Dolibar, c'est aussi sous licence. Alors c'est sous licence GPL v3, donc une autre variante. Version. Donc voilà, il y aura d'autres podcasts sur le sujet, je pense. Et donc par contre, il y a une énorme différence, c'est que Dolibar est développé uniquement avec des contributions extérieures. C'est-à-dire que ce n'est pas une société qui porte les contributeurs, puisque c'est un projet communautaire. Comme tu disais tout à l'heure, avec une association formellement créée ou une association de fait ? Non, une association formellement créée depuis maintenant quelques années. Hein. Et cette association, elle a pour rôle, par contre, ce n'est pas elle qui va produire le code, elle a juste pour rôle la protection de la marque et puis la promotion du logiciel. Donc le développement, mais au sens plus marketing et pas informatique. Et sur l'aspect, par contre, développement pur, c'est vraiment un principe communautaire. Il y a un chef de projet, un merger, donc la personne qui accepte les contributions de chacun. C'est toi ou c'est moi aujourd'hui, actuellement, tout à fait, pour la version majeure, puis il y a 2 autres personnes pour les versions de maintenance. Et donc les contributions, le code, donc l'évolution du logiciel, il est uniquement fait par les contributions extérieures qui sont en général des entreprises, ça peut être des étudiants, enfin n'importe qui peut contribuer. Par contre, il y a des règles, des contrôles qualité qui sont à respecter pour pouvoir être intégrés et tout ça sous la validation donc du release manager, un rôle que j'assure aujourd'hui. D'accord, donc c'est intéressant parce qu'on voit finalement que ce sont 2 projets libres dont le fonctionnement est différent sur la même thématique. Complètement, parce que nous on est sur une quinzaine de contributions par jour qui viennent de gens qu'on ne connaît pas.
Est-ce que ça te fait rêver ou pas, Jean-Michel, ça? Ou pas du tout? Ou au contraire, tu préfères ton modèle? Non, mais alors, je dirais, nous, on a un modèle qui nous va bien. Effectivement, alors, le truc, c'est que ça serait effectivement très très cool d'avoir plus de contributions. Mais du coup, on passerait plus de temps à les gérer qu'à écrire du code. Mais voilà, je trouve... Les deux modèles ont leurs avantages. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'ils conviennent aux personnes qui font vivre le logiciel. Donc oui, nous, effectivement, on aimerait bien avoir plus que 4-5 contributions par an. Après, nous, on a monté une structure pour écrire du code, pour être éditeur. Donc effectivement, dans tous les cas, ce parti pris d'avoir une vision logicielle et d'être moteur de la vision, c'est quelque chose qu'on voudrait garder, mais parce que c'est le fondamental de ce qui nous a fait travailler. Donc du coup, mais l'entreprise iBird, elle fait entre guillemets que ça, ou vous faites autre chose? On fait que ça à 95% quasiment. Okay. Voilà, donc sur édition, intégration de crème, parce que voilà, après il y a tout le code qu'on va écrire, toute l'adaptation qu'on va mettre pour les clients, mais oui, c'est 95% du chiffre d'affaires d'iBird, c'est du crème. D'accord. Il y a une question sur le salon web, c'est pour toi Jean-Michel. Laurent, excuse-moi, tu as employé le terme Release Manager, est-ce que tu peux lui expliquer en français? Oui, alors effectivement, le Release Manager, donc c'est un terme que j'emploie parce que je n'ai pas pris le terme français parce que c'est compliqué à décrire ce que la personne fait. Donc je vais juste le décrire. Donc c'est la personne, on va dire, qui est en charge d'accepter les contributions d'autres développeurs dans une version donnée. Donc release, c'est on va dire la notion de version, et manager gestionnaire. Donc voilà. Et puis c'est aussi la personne qui va décider si oui ou non l'application est suffisamment stable pour sortir une nouvelle version. Voilà. Et c'est également le release manager qui va également dire ça, c'est plutôt une évolution, c'est un correctif, donc ça va plutôt aller dans telle ancienne version, parce qu'on va corriger, alors que ça, par contre, c'est une évolution majeure, on va plutôt la mettre dans la nouvelle version qui va sortir. Voilà, donc ça, en gros, c'est l'aiguilleur, celui qui a la décision finale d'intégrer ou pas une fonctionnalité et de décider dans quelle version ça va aller et de produire cette version au final. Par exemple, sur Dolibar, c'est une version tous les 6 mois majeure. Alors là, cette notion est intéressante parce que je crois pas que ça existe vraiment chez le privateur, c'est une notion de version stable, version de développement. Si. Ça existe aussi? Ah oui, tout à fait. J'entends pour les clients, ça existe aussi? Pour les structures clientes, c'est-à-dire que... Alors, parce que là, finalement, dans le logiciel libre, ce que vous dites, c'est qu'il y a la version stable que les gens peuvent installer, mais des personnes peuvent tester les versions de développement en installant la version de développement. Soit parce qu'elles ont besoin de la fonctionnalité qui est présente, soit pour vous aider, en gros. Oui, tout à fait. Mais même dans le privateur, ça existe. C'est ce qu'ils appellent ça plus communément des bêta-versions. Ah oui, ok, d'accord, dans ce sens-là, d'accord. Mais c'est exactement c'est la même chose. Hein. Donc ils ont aussi un release manager au sein de leur équipe qui coordonne leurs développeurs en interne, et c'est lui qui va donner le go pour dire on peut y aller, en sortir une nouvelle version. J'ai d'autres questions sur le salon web, toujours pour toi, Laurent. Comment est nommée la personne qui est release manager dans Dolibar? Alors sur Dolibar, il y a eu le chef de projet, donc c'est pas par cooptation, c'est par nomination de l'ancien release manager lorsqu'il se retire. Donc Rodolphe Kedeville, qui était le créateur historique, m'a nommé lorsqu'il a décidé de passer la main. Et pour l'instant, je dirais, il n'y a pas eu d'autres exemples. Donc, oui, le jour où je devrais laisser la main, ce serait à moi de nommer un release manager à ma place, en fait. Parce que de mémoire, il a dû te laisser la main il y a une vingtaine d'années quand même. Ça doit être 2005, je crois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment depuis le début, enfin très très tôt au début. À l'époque, on était 3-4 développeurs, pas plus. D'accord, ok. Et donc finalement, c'est toi qui vas décider à un moment de passer la main, parce que soit tu veux faire autre chose, soit parce que tu as vu une personne qui arrive. C'est pas pour demain. C'est pas pour demain? Non, je suis toujours aussi motivé. T'es toujours aussi motivé, d'accord. Plus ça va, plus je suis motivé. Alors par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, j'ai nommé des release managers sur des versions intermédiaires, donc les anciennes versions, pour pouvoir gérer plusieurs versions en parallèle, puisque tout le monde ne veut pas toujours la dernière version. C'est assez nouveau pour l'instant comme fonctionnement, mais demain ce sera le jour où ces release managers voudront passer la main, peut-être à eux aussi de décider qui les remplace. D'accord. Côté iBird, et on reviendra tout à l'heure sur l'activité professionnelle de l'eCloud aussi, côté iBird, quel type de clientèle vous avez? Qui achète
alors quand je dis achète Oui, Crème CRM, le logiciel, mais surtout les services associés, etc. Quel type de clientèle vous avez? Alors, déjà, c'est la question que tout le monde nous pose, on va dire que tous les prospects nous posent pour voir s'ils ont déjà quelqu'un qui leur ressemble, avec qui on a l'habitude de travailler. Au début, comme on avait une réponse en forme un petit peu de boutade, on disait qu'on n'avait que des clients qui étaient tous différents. Maintenant, on en a un peu trop, donc c'est plus vrai. Mais voilà, en vrai, on aime beaucoup. Ce qu'on aime dans un projet de CRM, c'est que pour intégrer un CRM, il va falloir un minimum comprendre comment l'entreprise, la structure qui va l'utiliser, ce qu'elle fait, comment elle travaille, etc. Et c'est un des points qui nous motive, c'est d'apprendre des métiers, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, on a vraiment énormément d'utilisateurs, de structures clientes différentes. On va avoir du coup des ONG, on va avoir des associations, on a des grandes écoles, on a des entreprises qui font de la formation, qui font du médical, qui font de l'industriel, on a des directions dans des ministères. Donc voilà, on a vraiment énormément voilà, on a un panel qui est très très large, et que ça soit en termes de métier ou même en termes de taille, parce qu'on va avoir des structures où c'est 2 personnes, voire on a eu des auto-entrepreneurs. C'est pas la majorité, mais oui, on a eu des micro-structures, et puis on a des PME de 500, 600 salariés, et je compte pas les ministères et tout parce que c'est un peu triché, on va dire, mais on a des grosses structures, des multinationales où par exemple la branche française va utiliser Crème. Voilà, donc on va avoir des énormes boîtes entre guillemets avec 2, 3, 5, 6 000 salariés, et où il y a 100 ou 50 utilisateurs Crème. Donc on a vraiment de 1 à quelques milliers en termes de taille de structure. Ouais. Alors, tu allais répondre à une de mes questions, parce que dans la chronique d'après, donc Julie qui va intervenir est entrepreneuse, donc elle est toute seule. Et donc, typiquement, ce genre d'outil, que ce soit Crème CRM ou Dolibar, ça peut répondre à ses besoins. Elle n'a pas besoin, enfin, entre guillemets, parce que quelque part, je me dis que peut-être qu'elle pourrait utiliser un tableur ou quelque chose, ou peut-être un Nextcloud, par exemple, avec la gestion de contact. Non, elle peut quand même utiliser ce genre d'outil. Il n'est pas surdimensionné. Oui, alors. Jean-Michel et puis Laurent après. Alors, pour moi, les besoins, au final, on n'a pas c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément parlé de à quoi ça sert en vrai fonctionnellement un CRM. Ah ben vas-y. Mais voilà, mais globalement, les besoins, alors très très vite, les besoins qui vont être d'historisation, donc pour pouvoir se rappeler les choses, on va les avoir quand même. Les besoins de rappel pour se dire par exemple, attention, il y a un rendez-vous qui est prévu dans demain, ne l'oublie pas. Ou alors attention, il y a eu un devis qui a été envoyé il y a 10 jours, il n'y a toujours pas eu de retour, il faut peut-être le relancer. Et j'ai envie de dire, presque quand on est seul, c'est encore plus important quand on est en équipe. Donc ces besoins-là, ils sont nécessaires. Voilà, c'est pas parce qu'on est peu qu'on les a pas. On les a aussi, c'est les mêmes. Après, il y a effectivement le besoin de partage qui ne démarre quand on est 2. Mais dès qu'on est 2, on a besoin d'avoir un endroit central où on va pouvoir échanger des infos de manière asynchrone. Et donc ce besoin-là là. Donc oui, pour moi, les fondamentaux, et c'est aussi vrai pour le RP, qu'on soit 1 ou 5000, on a besoin de facturation, on a besoin de gérer des stocks. Si on vend des boulons, oui, on les a quand même. Donc les fondamentaux des logiciels CRM et ERP, ils sont là, quelle que soit la taille. Après oui, le curseur de la volumétrie n'est pas la même, le curseur du besoin n'est pas la même. Ça va plus dépendre du logiciel et de la solution qui va faire que c'est une solution adaptée pour des petits, des moyens ou des grosses entreprises. Mais sur l'aspect fonctionnalité, les besoins sont très souvent fortement identiques, en tout cas sur les besoins du CRM. D'accord. Petite question, vos solutions, elles sont uniquement disponibles en français ou est-ce qu'elles sont traduites dans d'autres langues? Dolibar est en 70 langues. 70 ? Ouais. Ah ouais. Donc ça fait pas mal de choses, dont quelques langues exotiques. Alors il y a beaucoup de langues, les langues un peu rarissimes sont pas forcément traduites complètement, mais voilà. Et après il y a des contributeurs, des traducteurs, il y en a plein. Il y a des outils pour traduire facilement. Donc ça c'est assez large. Et puis pour élargir sur l'aspect fonctionnalité, la particularité de Dolibar, c'est qu'il a fait le choix d'être facile d'accès. Donc il est très plébiscité par les très petites entreprises, donc les auto-entrepreneurs. Mais ensuite, on a une couverture fonctionnelle qui va s'enrichir, mais c'est l'utilisateur qui va décider de rajouter les fonctionnalités. On a une approche, on démarre, on a très peu, on met ce que l'on veut, et au fur et à mesure qu'on grossit, on va rajouter telle ou telle fonction, tel ou tel module, pour atteindre ensuite les besoins d'une grosse entreprise. D'accord.
Laurent, tu voulais... Jean-Michel, excuse-moi. Alors, nous, on est de base français-anglais. On est sur du co-développement aujourd'hui, sur une traduction allemande et italienne. Donc, on verra si ça... on fait beaucoup... Alors, on a peu de contributions, on va dire, comme on l'a dit juste avant, mais on fait pas mal de co-développement, c'est-à-dire qu'on va, avec des clients, mutualiser un financement de bouts de fonctionnalité, ou de bouts de code, ou de bouts de traduction, par exemple. Donc là, on a des clients qui ont une branche allemande, et on est en train d'essayer d'avancer sur une traduction en allemand. Pareil, on a des clients en Italie et sur lesquels on avance, donc ils utilisent aujourd'hui en français et anglais et sur lesquels on avance avec eux sur une traduction italienne. Quand elle sera finie, elle sera reversée au tronc commun et on aura donc 4 langues pour l'instant, 2. Alors justement, question pour vous deux, au-delà des traductions, est-ce que vos structures clientes, quand vous leur faites une fonctionnalité particulière ou qu'elles ont une demande, si vous considérez qu'elle peut être générique et donc intéresser d'autres personnes, est-ce que vous arrivez à les convaincre de le reverser dans la version commune, la version officielle entre guillemets? Laurent d'abord et puis Jean-Michel après. C'est un peu simple puisqu'en fait nous on ne cherche pas, moi je ne cherche pas à convaincre, on attend que finalement que les gens viennent contribuer. Ouais, okay. Voilà, puisqu'en fait le business model, le modèle de développement d'Olibar, c'est que c'est pas une société, c'est un produit qui est ouvert à tous. Et vous voulez amener votre contribution, eh ben ok, elle va être étudiée, éventuellement retoquée ou acceptée. Donc c'est finalement une situation qui est plus simpliste pour nous. Alors, Jean-Michel, et puis après, tu nous expliques ce que fait Dolly Cloud aussi, quand même, après. Jean-Michel, donc c'est ma question. Alors, nous, effectivement, quand on fait du paramétrage ou qu'on fait des développements un peu spécifiques pour les clients, on a relativement... C'est la plupart du temps très facile de les convaincre parce qu'en fait ils se rendent vraiment compte que effectivement souvent c'est des fonctionnalités qui vont être très transverses et qui le point qui pourrait les crisper, c'est de dire mais si jamais on a un concurrent qui se met à utiliser Crème et qui va utiliser ce bout de code qu'on a financé nous, il va avoir un avantage concurrentiel, on va gommer notre avantage concurrentiel qu'on aurait eu si on l'aurait gardé, sauf que globalement les fonctionnalités qui vont être intéressantes à monter dans le commun, c'est des choses qui sont transverses et qui ne donnent pas d'avantage concurrentiel. Donc, c'est... après, comme ils utilisent déjà Crème qui est en logiciel libre, potentiellement c'est parce on les a déjà un peu convaincus des intérêts du logiciel libre, mais c'est relativement assez facile, surtout que souvent, nous, le fait comme c'est du co-développement, ça veut dire qu'il y a, on va dire, un co-budget et qu'en plus c'est moins cher pour eux. Donc déjà, rien que ça fait un effet. Mais c'est assez facile de faire en sorte que ça puisse remonter. Oui, si je peux parler au nom des intégrateurs d'Olibar, donc qui eux proposent Olibar à leurs clients, je pense que eux non plus n'ont pas trop de difficultés parce que ça fait partie de l'ADN de ces sociétés. À partir du moment où ils font le choix de proposer de l'open source, leurs clients, c'est parce qu'ils en cherchent les avantages. Et quand il y a une demande vraiment très spécifique, même qui donnerait un avantage concurrentiel, l'intérêt de la société n'est pas que d'avoir ce développement de réaliser, mais c'est aussi de l'avoir sur le long terme. Et pour garantir ce long terme et ne pas avoir à payer une nouvelle facture à chaque fois qu'il y a une montée de version, ce genre de choses, son intérêt est aussi que ce code soit reversé dans la version officielle, parce qu'alors c'est maintenu par la communauté et ça ne leur coûte plus rien et ils vont bénéficier en fait de quelque chose qui est compatible avec les nouvelles versions sans investir sans rien investir de plus. Tout à l'heure tu as dit, Laurent, donc tu étais chef de projet de Dolibar, release manager. Voilà, je préfère le terme de release manager parce que chef de projet c'était au début pour, on va dire. D'accord, donc release manager. Maintenant qu'il y a une communauté grande et qu'il y a plein de tâches dispatchées, j'ai plus vraiment cette fonction. Ok. Et tu as parlé aussi de Dolly Cloud. Alors c'est quoi Dolly Cloud ? Alors Dolly Cloud, c'est une offre commerciale pour le coup, qui est ma société, où on propose du Dolibar clé en main, packagé pour les très petites entreprises qui cherchent vraiment une solution de gestion d'entreprise à très bas coût. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des logiciels de gestion d'entreprise, mais pour lesquels le coût, ne serait-ce que l'abonnement mensuel, est encore élevé dans la mesure où elles sont autodidactes et puis tout ce qu'elles ont besoin, c'est une solution en ligne. Et finalement, créer une facture, elles savent très bien qu'il faut aller dans le menu nouveau client pour créer un client, nouvelle facture, elles n'ont pas besoin d'acheter de la formation. Donc elles peuvent se permettre, pour ceux qui en ont les compétences, de chanter pas mal d'étapes et pas mal de centres de coûts. Et donc c'est à ces personnes-là, nous, qu'on s'adresse avec Dolly Cloud. C'est un peu une solution do it yourself. On vous met à disposition le Dolibar. Comme Dolibar est une solution qui est orientée vraiment où on peut découvrir par soi-même sans forcément prendre des formations lourdes.
eh bien, ces personnes, si elles sont autodidactes, elles arrivent en général à rentrer dans le logiciel, à le customiser, donc le personnaliser comme elles veulent, et finalement avoir un logiciel qui est très complet, aussi complet que le mastodonte, mais dont elles ont réussi à acquérir la maîtrise très rapidement d'elles-mêmes, sans investir d'argent. C'est ça l'idée de Dolly Cloud. D'accord, donc c'est hébergé sur les serveurs de la société, de ta société. Non, c'est hébergé chez un hébergeur français, chez 2 hébergeurs français, voilà, donc OVH et Scaleway, pour ce qui est des serveurs. Mais nous, on propose. Mais c'est toi qui gères les serveurs, Tout à fait. Mais par contre, la gestion, elle est assurée par nous, le support à l'assistance technique, elle est assurée par nous. D'accord. Et je suppose qu'Ibird fait aussi ça, et en plus installe chez les clients éventuellement. Oui. Alors nous, on a 3 façons de faire, on va dire. Ouais. Historiquement, on a la façon, on va dire, du coup, Crème, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a Crème, on va l'installer donc soit sur nos serveurs à nous, parce qu'on va gérer l'infogérance, etc., mais on va permettre de faire du paramétrage, de la formation, donc voire du gros paramétrage quand les gens ont des gros besoins spécifiques, soit installer sur les serveurs chez eux. Par exemple, quand je disais tout à l'heure, on bosse avec des ministères, bien entendu, les données sont pas chez nous. Donc, voilà, c'est pas les seuls clients, mais pour nous, voilà, on a ces 2 façons-là qui sont totalement équivalentes pour nous. On a l'infra pour faire du déploiement facile. Pour nous, c'est exactement pareil. On n'a pas de, et on a ce qu'on a lancé en 2019, ce qui va ressembler un peu à Dolly Cloud, mais qui va s'appeler Crème Vanille, parce qu'on va rester dans, voilà, parce que la vanille, c'est le parfum de base que tout le monde aime, sauf moi, mais, voilà. Et donc, qui est justement exactement comme Dolly Cloud, un crème assez simplifié, préconfiguré pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont juste besoin d'un CRM, juste entre guillemets, parce que voilà, mais qui ont besoin de quelque chose qui va être sur étagère facile. Donc, c'est trop. Alors, tu as prononcé un nom, et j'ai dit qu'on en reparlerait, donc on va le faire maintenant avant d'oublier, parce que le temps passe vite. Salesforce. Moi, j'ai entendu parler, donc un CRM privateur, une grosse entreprise. Moi, j'ai entendu parler qu'il y avait un fort lobbying de Salesforce pour s'imposer et intégrer dans les collectivités, notamment. Avec, est-ce que toi, tu le constates dans tes démarches commerciales ? Oui, alors déjà, il faut dire que donc Salesforce oui, c'est censé être le numéro 1 mondial parce que c'est le plus gros, ils sont vieux, etc. Nous, il a toujours été là. On l'a toujours eu plus ou moins sur des dossiers en face de nous. Et globalement, c'est, on va dire, quasiment toujours les plus chers. Parce que c'est eux, parce que c'est les meilleurs, entre guillemets, et parce que c'est l'effet, je suis un DSI, si je veux un truc sûr et certain qui marche, je vais prendre SAP ou de la S400, si je veux un CRM, je vais prendre Salesforce, si ça marche pas, moi j'ai pris la bonne décision parce que c'est forcément l'outil que tout le monde utilise, donc tout va bien. Donc ils bénéficient à plein tube de ce truc-là. Donc ils peuvent se permettre d'être les plus chers parce que c'est pas grave. On bosse, donc je l'ai dit aussi, avec du public, de l'appel d'offres et tout. Et effectivement, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus présents sur des dossiers en face de nous sur les appels d'offres. Et quand on a les appels d'offres, on peut avoir les notes, donc on peut vérifier les choses. Et on se rend compte que de manière assez régulière, leur, on va dire, note sur la partie financière augmente, c'est-à-dire que leur prix diminue. Et donc ils sont là, et j'ai l'impression plus qu'avant, et il y a aussi un vrai effort tarifaire de leur part pour casser les prix et pour pouvoir passer. Donc oui, clairement, en tout cas, de ma petite lorgnette, moi, j'ai l'impression qu'ils sont bien plus en chasse, on va dire, sur du public que genre il y a 2 ans. D'accord, avec les mêmes méthodes que Microsoft, c'est-à-dire en réduisant très fortement les prix et en créant une dépendance. Et du lobbying aussi, beaucoup de lobbying, oui. Et du lobbying, et alors pour le coup, donc c'était pas du Salesforce, c'était un autre logiciel privateur, mais avec des méthodes, nous, ça nous est arrivé il y a ça remonte à une dizaine d'années, donc maintenant, voilà, ça nous est arrivé à avoir des prospects qui nous appellent, qui nous disent, Monsieur Armand, le commercial de cette entreprise nous a appelé, nous a envoyé un dossier sur Crème pour nous expliquer que c'était dangereux, etc. Donc voilà, avec toujours ces méthodes qu'on aime bien de logiciels privateurs à base d'envoyer de la peur, quoi. Et donc voilà. Donc. Tu voulais réagir là-dessus, Laurent ? Non, moi je veux dire que nous on est moins confrontés à la concurrence de Salesforce parce que Dolibar rentre souvent dans beaucoup d'entreprises plus pour la partie ERP où là la concurrence est beaucoup plus faible et la couverture fonctionnelle d'Olibar est
est beaucoup plus large, donc en fait la partie CRM n'étant qu'une petite partie, donc en fait on est moins souvent en concurrence avec Salesforce. Alors on parlait juste à l'instant du lobbying, Salesforce, Microsoft et autres, mais il y a aussi, toi tu as été alors très rapidement actif avec d'autres personnes sur les projets de loi qui peuvent avoir un impact négatif, notamment le récent projet de loi de finances, notamment sur l'échelle de caisse. Donc ça c'est un des rôles aussi de la structure entre guillemets associative et de ton rôle à toi. Alors c'est un peu compliqué, on essaie de voir si ça peut rentrer dans le rôle de l'association, mais une association ça a des statuts et ça rentre pas forcément dans les statuts. Ah ok, d'accord. Donc, oui. Mais par contre l'association peut aider à créer, à fédérer, à créer des institutions qui vont assurer ce rôle-là, ou à financer, ou à aider, voilà, à apporter une contribution financière, une contribution en termes de communication pour œuvrer sur ces chantiers qui effectivement sont des sujets de fond sur tous les logiciels, hein, pas forcément que open source, sur ces lois qui effectivement rajoutent de la complexité dans les logiciels et qui vont devenir inévitables parce que personne n'est au-dessus de la loi. Ok, avant la question finale, est-ce que vous avez des annonces, des actus ou autres, avant la question de synthèse? Bon, moi, je voulais juste signaler que tu as parlé, donc effectivement, tu as posé la question sur la finalité de Dolly Cloud. Comme là, on est quand même sur une cause pas mal associative, une radio qui est beaucoup écoutée par le monde associatif. C'est signaler que Dolly Cloud, c'est donc une offre commerciale, mais on trouve l'équivalent pour les associations qui s'appelle Dolly Asso. Qui est quelque chose sur lequel Dolly Cloud a décidé de capitaliser, puisqu'on a tout mis en place pour les entreprises, avoir un Dolly Bar clé en main, etc. Puisque le logiciel sait aussi gérer les associations, on l'a décliné en gratuit pour les associations. Alors on s'est limité aux très petites associations, celles qui vraiment ne peuvent pas sortir même un abonnement mensuel. Mais voilà, c'était juste pour signaler cette initiative qui s'appelle donc dolyasso.org, où on a un logiciel de gestion d'associations avec toutes les fonctionnalités, y compris les gros logiciels, mais gratuitement pour les associations. Ok. Côté iBird ou Crème CRM, des annonces ou... Alors, il y en aurait peut-être une, mais c'est trop tôt, donc il faudrait que je revienne. Il y a des choses, mais non, juste que les versions majeures de Crème sortent normalement l'été, donc comme à chaque été, si on n'est pas trop en retard, juillet ou août, il y aura la nouvelle version qui sortira. D'accord, alors la question d'un gourmand qui est en régie, Étienne, prochain salon où on trouve la crème glacée? Alors le prochain, du coup c'était la semaine dernière à Lyon, et d'ailleurs l'April a encore eu droit à des crèmes glacées. Le prochain salon c'est en octobre sur le salon Solutions à Paris et à l'OSXP, parce que il peut pas y avoir un OSXP sans iBird, donc voilà, l'OSXP en décembre qui en plus sera... Deux salons sur lesquels seront sûrement également Dolly Bar. Voilà, 2 salons à Paris, on vous en reparlera à ce moment-là. Question finale pour chacun. Quels sont les éléments clés à retenir de cette émission en moins de 2 minutes? On va commencer par Laurent détailleur. Moi, je dirais les éléments clés si vous avez besoin effectivement d'un logiciel pour gérer votre relation partenaire, client ou autre. Donc le CRM, on a évoqué quelques CRM propriétaires, quelques CRM libres, mais on n'a pas trop insisté sur l'aspect pourquoi plutôt prendre un libre. Donc moi, j'insisterai sur ces avantages-là. C'est que il n'y a pas que le coût, effectivement, le libre est souvent beaucoup moins cher, mais surtout, vos données, vos clients, quand on est entreprise, c'est votre valeur, enfin, c'est vraiment quelque chose qui a énormément de valeur. Donc il est important d'avoir la main sur ces données, de pouvoir, le jour où vous voulez en sortir, avoir les outils pour exporter ces données et les mettre ailleurs, parce que vous aurez peut-être un jour besoin de changer d'outil, et quand le jour arrivera, ce sera trop tard si vous avez fait le mauvais choix au départ. Vous ne pouvez pas toujours sortir des outils propriétaires. Avec un logiciel open source, vous avez cette garantie de pouvoir toujours en sortir. Et puis le deuxième élément très important, c'est qu'avec un logiciel libre, vous allez pouvoir personnalisé, mais pas de la simple personnalisation au sens écran, menu, ce qu'apportent quasiment tous les logiciels, y compris privateurs. Vous allez pouvoir personnaliser, vraiment faire développer des fonctionnalités qui sont vraiment très spécifiques à votre entreprise, à vous, pas juste à votre secteur d'activité, à votre entreprise, parce que vous avez la liberté totale sur le code, l'application, chose que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pourrez jamais faire avec les autres logiciels privateurs. Et ça, c'est vraiment l'élément différenciant. Donc si vous êtes une entreprise, que vous voulez grossir, ne vous enfermez pas tout de suite, parce que vous serez coincé ensuite lorsque vous allez vouloir grossir et avoir vraiment un élément différenciant très fort. Merci Laurent. Même question Jean-Michel. Oui, alors du coup, effectivement, je dirais que les points à retenir, c'est que de se rappeler que même si on est peu,
un outil de CRM, ça peut toujours être intéressant parce que on a les mêmes besoins qu'on soit peu ou qu'on soit beaucoup. C'est vrai qu'effectivement, on a vraiment très peu parlé de pourquoi ça pourrait être cool d'utiliser un CRM libre. Laurent en a dit une deuxième partie, et c'est là où on va reboucler sur l'univers très concurrentiel. Effectivement, le CRM, c'est ultra concurrentiel, donc il y a beaucoup de rachats sur tout ce qui va être privatoire et autres. Et quand vous avez une boîte qui en rachète une autre et que les deux font du CRM, globalement, celle qui rachète l'autre va éteindre une gamme. Et donc, effectivement, vous allez vous retrouver, et ça, voilà, je pourrais citer plein de noms, mais ça, voilà, vous allez vous retrouver avec un logiciel qui vous plaisait bien, et on vous dit, dans 3 mois, il n'existe plus, débrouillez-vous, ou alors si, faites-nous un gros chèque pour passer au nôtre. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas sur du libre parce que parce que vous aurez le code, vous pourrez, et puis même si les gens qui utilisent Crème par exemple, imaginons que, encore on va toucher du bois, que iBird mette la clé sous la porte parce qu'on décide de tous devenir boulanger et boulangère, ils pourront continuer à utiliser Crème parce que c'est, voilà, donc il y a vraiment le point de se dire ça peut être utile pour tout le monde. Il y a effectivement beaucoup d'avantages du fait de c'est un logiciel qui est vraiment vivant, donc comme le dit Laurent, il faut pouvoir le modifier. C'est un monde qui est très concurrentiel, donc le logiciel propriétaire peut vouloir dire votre logiciel va mourir du jour au lendemain. Voilà, et j'avais un troisième point, mais que je n'ai pas noté et que j'arrête pas d'oublier depuis, donc c'est pas grave. Voilà. Écoutez, merci Jean-Michel. Donc Jean-Michel Armand, donc iBird et la solution Crème CRM, le logiciel libre Crème CRM, et Laurent Détailleur, donc Dolibar, Dolicloud, Doliasso, et on mettra évidemment toutes les références sont sur le site sur la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libreavou.org/248 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Merci à vous, belle journée. Salut. Merci. Salut. On va faire une courte pause musicale. Alors, nous allons écouter Outrain par Lumpini. On se retrouve dans quelques instants. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique à la rencontre du libre de Julie Chaumard. Pour sa chronique, Julie parcourt le monde à la recherche de personnes et d'organisations utilisatrices et contributrices de logiciels libres pour recueillir leurs pratiques et leurs besoins. Julie est la fondatrice de l'agence web parisweb.art dédiée à la culture et aux arts. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Luigi Mistrulli, pour parler notamment de Nextcloud. Donc je vous laisse la parole, Julie et Luigi. Alors, je suis donc aujourd'hui avec Luigi Mistrulli et cette fois-ci, nous allons parler de Nextcloud. Je dis cette fois-ci car Luigi nous avait parlé de la géniale messagerie Galae dans l'émission de Libre à vous numéro 228. Luigi est le fondateur de l'entreprise Back2Data. Bonjour Luigi. Bonjour Julie. Alors, donc, je disais qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de Nextcloud et que tu aides les entreprises à installer et à utiliser Nextcloud grâce à ta société Back2Data. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, Nextcloud, qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Alors, Nextcloud, c'est une solution libre, open source, collaborative. Elle dispose d'un panel d'une centaine d'applications et qu'on peut auto-héberger, qu'on peut faire héberger sur des hébergeurs qui soient éthiques ou comme moi, et c'est entièrement personnalisable. C'est une alternative aux solutions comme Google Workspace ou Office 365. Elle permet bien sûr de partager les documents, mais c'est bien plus que cela. Elle dispose d'applications pour gérer les agendas au format CalDAV ou les cartes d'adresse au format CardDAV, de créer et de modifier des documents comme le traitement texte tableur basé sur Collabora. En tout cas pour ma part, et ça peut être aussi OnlyOffice, de prise de notes, de la visio, de créer des formulaires, ajusteur de mots de passe, des tâches. Récemment, il y a XWiki a intégré le panel d'applications et également la gestion de rendez-vous. Donc, il y a également un client de mail. Et j'ai pour mon service, j'ai inclus dans mon offre la solution du service email de Galae que vous avez, de la société Algo que j'avais eu il n'y a pas très longtemps, pour avoir un hébergeur qui soit libre également. Donc avec Nextcloud, on peut donc travailler en équipe. Tout à fait. C'est fait pour travailler en équipe et avoir un partage de tâches, de documents, et c'est vraiment un partage, plus que de documents, c'est un partage au niveau applicatif. Tout est vu comme étant un objet au niveau application, donc on peut partager des tâches, des agendas, des documents, tout est facilement partagé. Donc on peut stocker tout type de fichiers. Tout à fait, oui. Et alors, tu nous as dit que tu peux l'installer donc soit sur les serveurs du client, soit sur le serveur cloud du client. C'est toi qui l'installes ? Oui, en fait, le but, c'est d'avoir une solution qui soit la plus celle qui convienne le mieux par rapport aux besoins. Et le but, c'est de reprendre le contrôle sur ces données. Donc, si on est une société, on peut l'auto-héberger. Donc, c'est-à-dire que la société peut le faire elle-même grâce aux documentations de l'éditeur et à la communauté qui est très active. Ça peut être fait par l'aide de sociétés comme la mienne qui donnent qui font de la prestation avec ce service. Mais il y a également des hébergeurs éthiques comme Framasoft qui a son offre Framadrive. Et bon, on est arrivé au nombre maximum de comptes, donc l'offre a été stoppée. Et on elle relaie ça sur le collectif Chaton, comme Indie Hosters, pour avoir ce genre de service. Moi, pour ma part, je vais un peu plus que l'hébergement, je fais surtout l'accompagnement. Je sélectionne les applications. Comme je dis, il y en a une centaine, et on peut à peu près tout faire. Préparer la migration, migrer les données, migrer les workflows, et proposer des certifications. Je suis certifié Calliope et assurer la maintenance. Alors, comme on disait, Nextcloud, c'est excellent pour la souveraineté des données, le contrôle des données, parce que Nextcloud est un logiciel, enfin une plateforme, j'ai envie de dire, libre et open source, qui est sous licence, j'ai vu, AGPL v3. Oui. Et c'est une plateforme qui est européenne aussi ?
Oui, tout à fait. À la base, c'est une société qui est allemande et il y a de plus en plus de développeurs et de personnes qui contribuent au niveau salarié qui sont de partout en Europe. Donc même en France et de partout en France. Et aussi une communauté d'acteurs dans le libre qui contribuent autant au développement de d'applications et qu'elles reversent on va dire à la solution ou sinon de simplement de traduction. Et donc cette Nextcloud est sortie en 2016. Oui. Et alors, Nextcloud donc est utile pour toute taille d'entreprise, qu'on soit très petit tout seul ou des grosses entreprises? Oui, tout à fait. Alors, autant vous avez pour les solutions qui sont faites pour les associations qui sont très petites, avec, comme je disais, Frama Drive ou avec le collectif Chaton qui permet d'avoir des petites petites solutions avec peu de stockage, mais c'est plutôt pour faire le travail que l'on a à faire, mais avec pas besoin d'avoir une grosse puissance pour travailler en collectif, surtout dans des petites associations. Mais il peut avoir aussi des solutions faites par l'éditeur, par Nextcloud. Et là, on a des très grosses structures comme des ministères au niveau européen ou des universités ou des hôpitaux où on a des millions d'utilisateurs. Donc c'est facilement scalable et on a autant quelques utilisateurs ou jusqu'à des millions. Et donc les personnes qui ont envie de migrer depuis des plateformes propriétaires comme par exemple Microsoft Office, mais ne savent pas quoi choisir ni comment faire, elles peuvent par exemple faire appel à toi, à Back2Data ou à une autre personne qui travaille avec Nextcloud ou avec l'outil Nextcloud pour les aider. Oui, tout à fait. Et je dirais que le but, c'est de simplifier cette migration, parce que l'on sait que le fait que la migration soit un peu compliquée, technique, ça, c'est un frein. Et c'est une façon de retenir. Et là, il y a un certain nombre d'applications qui permettent de facilement faire cette transition. On peut facilement connecter un compte Gmail ou un compte OneDrive ou Dropbox ou autre pour directement synchroniser les données, qu'elles soient directement importées sans effort, on va dire, particulier. Et dans ton travail, est-ce que tu sens, avec l'actualité que nous avons en ce moment, est-ce que tu sens une tension de demande pour passer sur Nextcloud ou des questions sur Nextcloud? Est-ce que tu sens quelque chose? Oui, tout à fait. Je dirais que surtout depuis le début de l'année, j'en ai de plus en plus de demandes pour justement vérifier que Nextcloud répond à tous les besoins que des sociétés avaient sur, on va dire, sur l'offre, que ce soit du Google ou surtout du Microsoft. Et le but, c'est d'avoir, est-ce qu'on perd des fonctionnalités, est-ce que c'est compliqué? Et ça, j'ai beaucoup de demandes. J'en ai de plus en plus et je fais très souvent des sessions de démo, surtout en local sur la région de Grenoble, et pour montrer un peu comment ça marche et pour rassurer. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'intégrateurs Nextcloud? Parce que bon, toi, tu es sur Grenoble, tu peux faire toute la France ou même toute l'Europe, j'imagine. Oui. Mais tout le monde ne peut pas venir vers toi. Est-ce que ça peut quand même se trouver assez facilement si on a envie? Oui, vous en avez un peu de partout. Je dirais que sur Grenoble, nous sommes plusieurs. Et sur la région Rhône-Alpes, il y a l'association dont je fais partie qui est PLOS ERA. C'est une association sur le logiciel libre. Et il y a un certain nombre d'intégrateurs qui en font partie, justement, qui proposent ces services. Et il y en a des associations et des intégrateurs comme moi, il y en a de partout en France. Donc on peut facilement les trouver. Il suffit de trouver des relais autour de la communauté du logiciel libre pour trouver des intégrateurs facilement et des hébergeurs éthiques. Ok. Et alors, une petite question. Est-ce que, donc, avec Nextcloud, on va pouvoir, donc, tu as parlé, il me semble, d'une suite bureautique? C'est ça, on peut avoir une suite bureautique, partager les fichiers que l'on crée grâce à cette suite bureautique. On peut faire ça?
Oui, tout à fait. On a une suite bureautique. Alors, on a le choix soit avec Collabora ou OpenOffice OpenOffice, oui. Et non, OnlyOffice, pardon. Oh, OnlyOffice, et c'est quelque chose qui est très semblable à ce qu'on peut trouver avec justement OpenOffice et créer des documents basés sur, on va dire, sur un format Open Document. Comme par exemple des tableurs. Oui, on peut faire on va dire pour que ça soit parlant, en parlant Microsoft, on peut faire du Word, de l'Excel, du PowerPoint, et faire des documents soit au format, on va dire, soit au format Open Document, soit au format Microsoft. On peut choisir le format d'export pour qu'il soit pour une plus grande compatibilité. Et on peut aussi donc gérer son agenda. Tout à fait. Et l'agenda et le carnet d'adresse, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont au format standard CalDAV et CardDAV. Donc c'est-à-dire qu'on peut, si on a le bon fournisseur de mail, on peut facilement synchroniser son agenda et son carnet d'adresse. D'accord. C'est quelque chose qui est un peu compliqué avec Outlook qui n'a pas forcément cette solution intégrée. Et donc par exemple avec la messagerie Galae, comme tu as dit. Oui, tout à fait, avec Galae qui est basé sur des briques libres, logiciels libres, que je teste depuis déjà une année. Et là, je l'ai intégré pour mes clients pour qu'ils puissent avoir justement leur mail et un agenda et des carnets d'adresses qui soient synchronisés facilement. Ça marche très bien. Et j'ai vu aussi qu'avec Nextcloud, on pouvait faire des appels vidéo. Alors, je ne sais pas si toi, tu installes ça, tu configures ça. Oui, tout à fait. Alors, sur la partie Nextcloud, on a deux manières de faire des appels vidéo. Il y a soit, on va dire, l'application qui est intégrée qui s'appelle Talk et qui permet de faire de la visio, du partage d'écran et de la messagerie instantanée. Mais on peut également connecter une solution comme un Big Blue Button pour faire plutôt des salons pour faire des visios. Ouais. Ok, je te remercie Luigi, les 10 minutes arrivent à son terme. Je vous remercie. Merci pour cette explication de Nextcloud que l'on peut aussi installer chez soi sur un petit Raspberry Pi juste pour tester. Voilà. Merci Luigi. Merci. Eh bien, merci Julie, merci Luigi. Donc c'était la chronique à la rencontre du libre. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors les liens utiles concernant les annonces de fin sont sur la page consacrée à l'émission du jour sur libreavoue.org/248 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast, donc pas besoin de noter d'autres adresses. Alors nous vous proposons un nouveau questionnaire, votre avis sur Libre à vous, avec notamment de nouvelles questions sur la base de musique libre, sur les chroniques. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous, elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et mieux vous connaître. Et de votre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours. Vous pourrez répondre à ce questionnaire en quelques minutes, 5 minutes suffisent largement. Libre à vous, l'émission donc est diffusée en direct sur Cause Commune chaque mardi de 15h30 à 17h et elle est également rediffusée sur Radio Libre en Périgord et Radio Cigaloun. Et des radios locales peuvent être intéressées pour diffuser nos émissions, donc si vous écoutez des radios locales n'importe où, quel que soit où vous êtes, n'hésitez pas à les contacter pour demander si la radio serait intéressée pour rediffuser Libre à vous. Alors cela pourrait intéresser vous-même, vos potes, collègues, etc. le déménagement. Alors c'est un collectif qui vient de se créer pour encourager à quitter Gmail et autres fournisseurs de services mail de privateurs et accompagner surtout la migration, donc avec une soirée de lancement à Paris mercredi 21 mai de 18h à 22h à Césure. Et il y a également un site web qui va permettre de vous aider à changer de fournisseur de mail. L'April va être présente à pas mal d'événements ces jours qui viennent, donc notamment à Toulouse au Faire Festival du 22 au 24 mai, à Lyon les 24 et 25 mai ce week-end, donc aux journées du logiciel libre. Nous serons également dans notre locaux vendredi 30 mai à Paris pour une rencontre April. Et je vous rappelle que la radio Cause Commune organise chaque premier vendredi du mois une soirée radio ouverte. La prochaine c'est vendredi 6 juin 2025 à partir de 19h30. Il y aura au moins Julie et moi, je regarde Julie, elle me confirme. Donc n'hésitez pas à passer et nous rencontrer. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Jean-Michel Armand, Laurent Détailleur, Julie Chomard, Luigi Mistrulli. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu.
Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, Théocrite et Tunuy. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/248 toutes les références utiles de l'émission du jour, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm, et également dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles. Alors, il n'y aura pas d'émission inédite mardi 27 mai, la semaine prochaine. Donc la prochaine émission aura lieu en direct mardi 3 juin à 14h30 et une émission que j'attends avec impatience car notre sujet principal sera un parcours au Libris avec ma collègue Isabella Vanni. L'occasion de découvrir son parcours, ses activités, ses engagements. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 3 juin. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je regarde le salon. 14h30, ça serait 15h30 comme d'habitude. D'accord, ok. Alors je vais juste voir le salon qui s'allumait. Donc effectivement, donc je répète, rendez-vous mardi 3 juin à 15h30, donc avec un parcours libriste avec ma collègue Isabella. Nous vous souhaitons donc passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 3 juin et d'ici là, portez-vous bien.